Bonjour à tous. Public Sénat vous propose de suivre aujourd'hui les travaux de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de bioéthique. Un volet du texte fait particulièrement débat, celui sur l'extension à toutes les femmes de la procréation médicalement assistée, la PMA. Cette semaine, plusieurs associations défavorables au texte étaient auditionnées, Alliance Vita, les associations familiales catholiques, ainsi que des représentants de la Manif pour tous. C'est une de ces auditions que nous allons suivre ensemble. Mais dans un second temps, les sénateurs entendront les associations favorables au texte et notamment les représentants des familles homoparentales. Leur audition à eux se tiendra le jeudi 19 décembre dans le même format. Le Sénat insiste, partisans et opposants au texte disposeront du même temps de parole à l'occasion de ces auditions. Le texte sera examiné quant à lui en séance publique courant janvier. Alors nous avons constaté qu'un très grand nombre d'élus se déclarent expressément opposés à la gestation pour autrui. Nous nous en réjouissons. Mais que pour un certain nombre d'entre eux, ils se déclarent néanmoins plutôt favorables à la dérégulation de l'assistance médicale à la procréation. Or, si l'on veut vraiment éviter la légalisation de la GPA lors de la prochaine révision de la loi bioéthique vers 2025, le maintien de l'encadrement actuel de l'AMP est incontournable. Je m'explique. Premièrement, ouvrir l'AMP dans un contexte qui prive sciemment des enfants de père pour toujours, c'est accepter d'effacer délibérément l'un des parents de l'enfant. C'est dire qu'il ne naît que d'un géniteur qui n'aurait pas d'importance pour lui, pas d'importance pour se construire. Si l'on dit aujourd'hui qu'un enfant peut bien se passer de père, parce que telle est la volonté de certains adultes, on dira évidemment demain que l'enfant peut bien se passer de mère, si telle est la volonté de certains adultes. Deuxièmement, légitimer l'accès à l'AMP pour des personnes a priori fécondes au motif d'un projet parental, article 1 du projet de loi, prépare aussi les conditions de la GPA. Des couples hommes-femmes pour lesquels l'AMP n'est pas une solution, des hommes seuls ou des couples d'hommes peuvent avoir eux aussi un projet parental. Troisièmement, inscrire deux mères sur l'acte de naissance d'un enfant, c'est considérer qu'entre les deux femmes, il n'y aurait aucune différence entre celle qui l'a attendue et mise au monde et sa conjointe, la belle-mère de l'enfant en somme. C'est faire comme si la maternité n'était rien dans la vie de la femme. C'est nier une réalité que toute mère ressent puissamment dans son corps, son psychisme, etc., et bien au-delà de la grossesse et de la naissance. Mais donc, si la grossesse et l'accouchement ne sont rien, alors, à l'inverse, une femme qui a été enceinte et qui a accouché pourrait aussi bien ne pas être considérée comme mère. C'est en l'occurrence le principe de la pratique des mères porteuses, que d'ailleurs les militants pro-GPA voudraient nommer femmes porteuses et non pas mères porteuses. Pour eux, elles ne sont pas mères. Quatrième point, si l'on entérine le principe d'une mère sociale pour la conjointe d'un enfant né par AMP, on ne pourra alors que reconnaître la mère sociale d'un enfant né par GPA. C'est là encore le principe même de la gestation pour autrui. En effet, dans les deux cas, AMP ou GPA, AMP sans père et GPA, il y a eu un projet parental. Dans les deux cas, ces mères sociales sont conjointes d'un parent biologique. Dans les deux cas, elles élèvent l'enfant. Et dans les deux cas, on dira qu'il faut sécuriser la filiation de l'enfant dans son intérêt, ce qui consiste en fait à lui créer une filiation invraisemblable, c'est-à-dire en clair à démolir la filiation. Un comble. En fait, on l'entend même déjà pour la GPA, je dis demain, mais c'est déjà le cas. Vous savez bien. Alors ça passe pour le moment par les tribunaux, pas encore dans votre hémicycle, pour le moment. Ainsi, la filiation sociale introduite avec l'AMP pour les couples de femmes et les femmes seules prépare également les conditions de la gestation pour autrui. Cinquième point, les femmes seules et les couples de femmes sont dans une situation différente des couples hommes-femmes au regard de la procréation. Mais des militants
ne cesse de dire que par souci d'égalité entre les uns et les autres, il faut étendre l'accès à l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes. Ce qui est faux, je le souligne, comme l'ont souligné le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme, rien de moins. Et donc, malgré la différence de situation entre les uns et les autres, on avance néanmoins vers l'AMP sans père, pour les femmes sans partenaire masculin. Et en même temps, si je puis dire, Agnès Buzyn et Nicole Belloubet nous déclarent qu'on n'ouvrira pas la GPA parce que la situation des hommes est différente de la situation des femmes au regard de la procréation. Et en même temps. Donc aujourd'hui, on oublie, on met de côté la différence au regard de la procréation entre les couples de femmes, les femmes seules et les couples hommes-femmes. Mais demain, évidemment, on oubliera aussi, on mettra de côté cette différence entre les hommes et les femmes qu'on invoque aujourd'hui pour prétendre que la GPA ne passera pas demain. Bientôt, médiatiquement et politiquement, on parlera bien sûr aussi d'un motif d'égalité pour la GPA. 6e point, ouvrir l'AMP sans motif médical, Caroline Roux l'a dit, c'est détourner la médecine de sa finalité. Une fois celle-ci devenue prestation de service pour réaliser le projet parental de femmes seules et de couples de femmes, mais que dira-t-on aux couples hommes-femmes qui ont un problème lié à un problème d'utérus que la simple AMP ne peut résoudre? Que dira-t-on aux conjointes, aux veuves dont l'époux, le conjoint, le compagnon est décédé et dont on a gardé le sperme? Que dira-t-on aux hommes seuls et aux couples d'hommes? Hélas, si vous validez le principe de détournement de la médecine, si vous validez le principe, le fait de priver volontairement des enfants de père, qu'est-ce qui ensuite pourra bien tenir, faire tenir sur une route qui ne conduirait pas à la GPA? 7e point, ouvrir l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes, c'est ouvrir la France à la marchandisation humaine, d'ores et déjà. Tous les pays qui ont étendu l'AMP au-delà des cas pathologiques se sont mis soit à rémunérer les hommes pour qu'ils fournissent leurs gamètes, soit à acheter aux pays qui payent les hommes. Le Danemark vend à la Grande-Bretagne et à la Belgique, c'est bien connu désormais. Alors certains parlent de campagnes d'appel à dons, comme le CCNE, mais les campagnes d'appel à dons, et le professeur Israël Nizan le développait hier dans une tribune dans le Figaro, les campagnes d'appel à dons ne marchent pas, ne marchent d'ailleurs dans aucun pays. Aucun pays, quand c'est gratuit, n'arrive à couvrir les besoins pour les couples souffrant d'une pathologie et donc rentrent tous, comme je le disais, dans le commerce des gamètes avec l'AMP dite pour toutes. Et donc étendre l'AMP, c'est déjà ouvrir la marchandisation humaine. Ça n'est pas avec la GPA que cela viendrait, ce serait d'ores et déjà là. 8e point, avant d'en finir, l'AMP sans motif médical, de même que l'autoconservation des gamètes sans condition médicale, est une technicisation excessive, outrancière de la procréation, dès lors que les personnes concernées ne souffrent pas de pathologie de la fertilité. C'est une évolution, une dérégulation, une incitation qui va démultiplier considérablement le recours à l'AMP. La procréation sans sexe pour tous, en effet, comme disait M. Touraine. Business international, technicisation, tout cela est contraire à l'état d'esprit écologique dont se réclame le président, le gouvernement, la République en marche. Nous avons fait n'importe quoi pour la planète, la faune et la flore, et nous ne parvenons plus à stopper nos dérives. Ne faisons pas de même avec la procréation humaine. Or, si nous ouvrons l'AMP au-delà des cas liés à une pathologie, nous irons sur le chemin de la GPA qui, elle, sera évidemment encore davantage anti-écologique. Alors, je le sais bien, évidemment, il y a un aspect qui fait partie de la gestation pour autrui, mais pas de l'AMP. C'est l'allocation de femmes, en effet. Mais d'abord, vous voyez bien que si l'AMP sans père est légalisée, tout sera prêt pour que la GPA soit légalisée lors de la révision de la loi de bioéthique suivante. Il ne restera qu'à s'habituer à utiliser des femmes comme incubatrices pour tel ou tel qui veut un enfant. Il suffira de dire et de répéter pendant quelques années que c'est altruiste, que c'est généreux. On l'entend déjà largement. Nous en sommes presque déjà à croire qu'on peut
effacer le père d'un enfant. Ce serait même 2000 enfants chaque année, d'après les estimations d'Agnès Buzyn sur la PMA dite pour toutes. En réalité, la gestation pour autrui est déjà sur la scène. Vous le savez, elle est dans les séries télévisées, elle est au cinéma, elle a déjà fait l'objet de propositions de loi et d'amendements. Elle est en outre littéralement déjà reconnue par la France dès lors que nos concitoyens vont à l'étranger, comme si la dignité des femmes ne devait être respectée que sur notre territoire. La Cour de cassation, suivie au mois de novembre par la Cour d'appel de Rennes, a ainsi reconnu d'ores et déjà la filiation sociale d'un certain nombre de conjoints de pères biologiques d'un enfant né de GPA à l'étranger. Alors pour conclure, la déréglementation de l'AMP met en place le dispositif pour la légalisation de la GPA. Tout y est. Droit de l'enfant piétiné, déni de ce que sont la paternité et la maternité, création de la filiation sociale, détournement de la médecine, technicisation à outrance de la procréation, marchandisation humaine et, j'ajoute, contexte idéologique. Certes, le Premier ministre nous a dit que la GPA ne serait pas légalisée, mais sa phrase se terminait par « sous ce quinquennat ». Voilà, je sais, nous savons, et nous sommes bien placés pour le savoir, qu'il faut du courage pour résister à ce véritable tsunami de pression, de désir, certes bien compréhensible, mais pour les générations à venir, nous ne pouvons pas franchir cette ligne rouge de la PMA sans père, s'il vous plaît. Je vous remercie de votre écoute et Anaïs Doineau va nous parler quelques instants de cette expérience de l'absence de père. Nous savons que trop peu de personnes concernées ont été auditionnées du côté de l'Assemblée nationale et sont entendues dans les médias sur cette expérience qui est au cœur de notre sujet. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je m'appelle Anaïs Doineau, j'ai 20 ans et depuis mes 3 mois, je n'ai pas eu mon père. Alors autant dire que je n'en ai pas eu, parce que je n'en ai même pas eu à souffrir la séparation ou le deuil. Je n'ai connu que ça. C'est habituel pour moi de ne pas avoir de père. Et pourtant, je peux vous dire que l'absence d'un père est un manque profond dans la construction et l'existence d'une jeune fille. Que diraient de moi les études anglo-saxonnes sur lesquelles le débat se fonde? Parce que je fais de brillantes études, j'ai des amis, je chante, je ris, j'écris, je ne suis ni hystérique, ni névrosée, je n'ai pas fait de dépression ni de tentative de suicide. Alors quoi? Tout va bien? Oui et non. Oui, parce que je fais avec, parce que je porte cette béance intime, parce que... Je me suis perdue. Ce vide affectif, je le traîne, et ce vide affectif qui aurait dû être comblé par un père, je le supporte, et ça tant bien que mal. Et aussi cette absence d'altérité originelle et unique, qui est très différente de celle entre hommes-femmes qu'entre père et fille, je l'accepte et je le porte, tant bien que mal. Et pourtant, non, parce que je porte ma croix, parce que je porte ma croix habituelle, si habituelle que je pourrais même être tentée de l'ignorer. Mesdames, messieurs, je n'ai jamais eu mon père et pourtant, je ne pourrai jamais le remplacer alors même que tout mon être ne cesse de le chercher dans les bras, dans les mots, sous les yeux, les bravos et l'affection, l'admiration de tous les hommes. J'ai grandi seule avec ma mère, dans une famille soudée, aimante, équilibrée. J'ai été choyée, bien éduquée, mais avec tout cela, on ne remplace tout de même pas un père. Ça n'a rien remplacé en fait. Et la souffrance indicible, elle est bien là. Dans mon cœur de femme, il manque cette ouverture décisive à l'altérité, rassurante, apaisée. Il y a cette place capitale qu'aurait comblé un père. Il y a cette place capitale qui reste néanmoins vide. Et je passerai ma vie à devoir accepter de ne pas avoir le droit d'avoir un père. La faute à la vie, c'est ça que je me dis. Mesdames, Messieurs, maintenant je me mets dans la peau d'un enfant issu d'AMP sans père. Et je me dis
comme tous les enfants sans père. Pourquoi, moi, n'ai-je pas le droit d'avoir un père? Et l'on me dit que c'est que ma mère l'a voulu. Est-ce que vous mesurez les conséquences d'une telle situation sur le cœur d'un enfant, lui qui déjà est privé de père, mais qui est aussi privé du droit de s'en désoler, car il est tenaillé entre son amour et sa culpabilité face à sa mère, qui est l'auteur de son inconfort affectif? Madame, monsieur, au nom de tous les sans-pères, je veux vous dire que vous êtes responsable de ces futurs orphelins que la République envisage de créer. Alors moi, avec ce que je suis, avec ce que je vis, je vous demande de courageusement vous y opposer. Je vous remercie. La recherche sur l'embryon fait le travail de recherche et développement, de R&D, comme dans toute entreprise. La recherche sur l'embryon, elle n'a pas, depuis 20 ans, au moins 20 ans qu'elle existe, permis des progrès thérapeutiques majeurs. Je vous mets au défi d'en citer, pas permis de progrès thérapeutiques majeurs. Mais pourquoi est-ce qu'on la continue? On la continue parce qu'il faut améliorer cette chaîne de production assez peu rentable. Donc le système doit s'auto-alimenter et s'auto-améliorer lui-même. Et peu à peu, une philosophie que l'on nomme maintenant de qualitariste, philosophie qualitariste du produit se met en place. C'est-à-dire que cette philosophie qualitariste, c'est au lieu de considérer le bien ou la bonté des choses, ça considère sa qualité. Et nous voyons que nous sommes dans un monde de plus en plus normé et qu'on s'attache de plus en plus à la qualité. C'est aussi possible donc pour la personne humaine. Et c'est d'autant plus possible que dans cette loi, le double don de gamètes, qui est quand même un petit peu étrange, pourquoi un double don de gamètes alors qu'il y a plein d'embryons disponibles pour être donnés et réimplantés chez d'autres couples? Eh bien, le double don de gamètes veut dire double karyotype, et donc on vérifie la qualité des gamètes. Mais aussi, dans le fameux article 17 déjà cité, la possibilité de faire des embryons transgéniques permet aussi d'améliorer la qualité du produit final. Enfin, les perspectives de développement, on les a largement citées, c'est évidemment la gestation pour autrui. On ne peut pas imaginer qu'on résistera. D'abord, on est en train de la reconnaître très insidieusement à l'étranger, et après, on nous fera pleurer, pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça, on nous fera pleurer en nous disant les pauvres couples doivent aller à l'étranger. C'est injuste, c'est ce qu'on est en train de faire pour la PMA, donc reconnaissons-le en France. Alors, qui est-ce qui tire profit de cette chaîne de production artificielle? C'est quand même ça qui est intéressant à regarder. Les premiers qui en tirent parti, ce sont les adeptes de l'idéologie moderniste, qui cherchent à améliorer l'humain, à l'affranchir, à l'émanciper toujours plus, acceptant, mais vous remarquerez, c'est seulement pour autrui, le risque prométhéen de créer des personnes de plus en plus désaffiliées de leur ancrage charnel, biologique, généalogique. Les décideurs qui promeuvent ce projet de loi font partie de ces premiers bénéficiaires. Ensuite, il y a le business technique et marchand, que j'ai commencé à vous décrire, de la bioéconomie qui est en plein développement. Vous savez, on a eu les chiffres de l'Agence de biomédecine, peut-être les avez-vous regardés, on les a eus en septembre dernier pour 2017. Entre 2016 et 2017, 5% de plus de PMA. Je ne crois pas, je suis médecin, je ne crois pas qu'il y ait 5% de plus d'infertilité dans notre pays. Donc ce système doit progresser en permanence. Je prends le temps de vous citer tous les métiers qui sont concernés. Le marché des technologies de la reproduction englobe de très nombreuses industries à travers le monde, les laboratoires pharmaceutiques, biomédicaux, les personnels de santé mentale. Il faut être accompagné pour vivre cette épreuve. Les cliniques spécialisées en procréation artificielle, les laboratoires de séquençage génomique, les banques de gamètes, les agences, les cliniques spécialisées en GPA. Vous ne direz pas chez nous en France. Attendons, je vais vous donner rendez-vous dans 5 ans, ce sera sans doute différent. Les experts juridiques, les réseaux commerciaux qui régulièrement viennent s'installer en France pour faire la promotion de la GPA dans les hôtels parisiens en faisant de la publicité sur les réseaux sociaux. Bref, 20 milliards de dollars. Les derniers bénéficiaires, la troisième catégorie, eh bien, ce sont les hommes et les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle. On les a mis en avant, mais en fait, peu importe. Les hommes et les femmes qui ont recours à ces techniques et dont les corps ou les produits de leur corps servent à ces techniques. Sont-ils les utilisateurs ou sont-ils les matières premières de la bioéconomie? Ils et elles ont été mis en avant, mais sont-ils les bénéficiaires ou seulement très utiles à ces deux premières catégories que j'ai citées?
Je vous rappelle la citation de Sylviane Agacinski dans Le Point, fin juillet. Elle disait « L'enjeu de ces débats est la confusion entre les personnes et les biens ». Nous, associations familiales catholiques, nous savons que la vie bonne est une vie reliée, insérée dans des générations cohérentes, accueillie, quelles que soient ses faiblesses, et aimée pour elle-même et non pas parce qu'elle viendrait combler un manque chez ses parents. La dignité de la personne humaine ne tient pas aux normes de qualité auxquelles elle satisferait, ni à son autonomie, ni à sa valeur économique. Le respect de cette dignité est ce qui fait le degré de développement d'une civilisation. Rappelons-nous qu'il n'est rien resté de Sparte qui pratiquait le tri des enfants à la naissance. Alors nul doute que dans vos territoires ruraux ou plus citadins, on ne vous réclame pas ces évolutions à corps et à cri. En fait, ça n'intéresse pas grand monde. Vous savez, nous avons tracté ce week-end, il y a eu des piquets de mobilisation, vous avez peut-être entendu parler de ça. Ça n'intéresse pas grand monde, il y a beaucoup de gens qui méconnaissent ce projet de loi. Le bricolage de l'embryon, c'est un truc de Parisien, quand on habite le Quercy, les Mauges ou le Chablais. La loi ne peut pas répondre à toutes les souffrances ou toutes les douleurs, c'est malheureux, mais c'est ainsi. En revanche, son rôle est d'empêcher un certain nombre d'abus, en particulier d'organiser un droit à l'enfant, parfait, et de résister à la poussée de la bioéconomie. Le rôle de la loi est de mettre des limites au désir de toute puissance afin que la vie en société, tous ensemble, puisse rester possible. Cette société, nous avons choisi de la fonder sur une triple devise dont la relecture que je laisse à Bertrand Lionel Marie éclaire singulièrement ce projet de loi. En guise de conclusion, je voudrais vous remercier et pour votre courage et votre clairvoyance, et je remarque que je suis la troisième personne à faire appel à votre courage. Votre courage, car comme le disait Peggy, il faut toujours dire ce que l'on voit, et votre clairvoyance, car il faut toujours, et c'est plus difficile, voir ce que l'on voit. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les sénateurs, merci de nous accueillir et de nous écouter. Ce projet de loi, dont nous pourrions croire, en cédant à l'ère du temps, qu'il participe de l'octroi de nouveaux droits et d'un progrès prétendument inéluctable, doit être questionné. Et il est de votre noble et lourde responsabilité, en tant qu'élu de la nation, de prendre le temps de le faire avec courage. Nous vous proposons un éclairage à la lumière des valeurs de la République auxquelles nous sommes tous ici attachés. Liberté. D'emblée, le débat qui a animé notre société depuis les États généraux de la bioéthique jusqu'au processus législatif en cours appelle des observations sur la liberté d'expression, la liberté de réunion ou la liberté de manifestation constitutionnellement garantie. On pourrait y revenir. Il appelle aussi une interrogation profonde sur la capacité de la démocratie qui délègue son pouvoir à des sachants et à des experts, dont certains ne savent pas même ce que sont le bien et le mal, à régir les techniques devenues folles, comme disait Camus dans son discours de Suède. Et d'autre part, sur la condition de l'homme dans l'univers technique, notamment de l'homme dans l'univers de l'AMP. Comme l'écrivait Jacques Ellul, cité ces temps-ci par des personnalités aussi variées qu'Alain Juppé, Denis Tillinac, Jacques Testard ou José Bové, l'homme idéal inventé, produit par le génie génétique, n'aurait aucune liberté, puisqu'il serait le modèle qu'il était programmé d'être, et quand même, la liberté absente, c'est un gros morceau. Troisième observation, la convocation de la médecine et du droit est par ailleurs de nature à heurter la libre conscience de médecins, de notaires et ou d'officiers d'état civil. Égalité. Comme rappelé par le Conseil d'État et déjà évoqué dans une décision du 28 septembre 2018, les couples formés d'un homme et d'une femme sont, au regard de la procréation, dans une situation différente de celle des couples de personnes de même sexe. La différence de traitement résultant des dispositions relatives à l'AMP entre les couples formés d'un homme et d'une femme et les couples de personnes de même sexe
est en lien direct avec l'objet de la loi qu'il établit et n'est ainsi pas contraire au principe d'égalité. En raison, en appeler au principe d'égalité participe donc d'une certaine confusion. Il est en revanche, ou il serait en revanche inégalitaire, de créer différentes catégories d'enfants. Si un enfant à naître est en droit fondé à obtenir réparation du préjudice d'affection d'avoir été accidentellement privé d'un père, celui amputé de père par la loi le pourra-t-il? À défaut, il y aurait bien discrimination et, si tel est le cas, quelle sera la cohérence d'une action publique qui créerait par la loi les conditions d'un tel droit à réparation? Du laboratoire au prétoire. Troisième observation, comment enfin soutenir, ça a déjà été abondamment dit, mais comment enfin soutenir sérieusement et garantir juridiquement que cette invocation du principe d'égalité ne débouchera jamais, comme cela est affirmé aujourd'hui la main sur le cœur, sur la légalisation par la République des mères porteuses à la demande de couples ou d'hommes célibataires. Et quand je dis de couples, c'est de couples composés d'un homme et d'une femme ou de couples composés de deux hommes. Pour le dire avec les mots du Premier ministre, avant son virement de bord, nous nous opposerons résolument à la PMA pour les couples homosexuels féminins et à la GPA qui, au nom de l'égalité, ne manquera pas d'être réclamée par la suite. C'était dans le Huffington Post en février 2013. Fraternité. La fraternité nous paraît être, au fond, la grande oubliée de ce projet. Quand l'enfant sera né d'une procréation sans sexe pour tous, ça a déjà été dit, sans indication médicale donc, cette procréation sans sexe pour tous étant prônée par le rapport Touraine, mais étant instaurée par le projet que vous avez à étudier. Quand cet enfant sera possiblement issu de la rencontre programmée de deux gamètes de tiers donneur, labellisés, comme on vient de le dire, voire après-demain par deux gamètes artificielles, puisque le projet de loi autorise la recherche pour la création de gamètes artificielles, ou après screening, c'est-à-dire dépistage systématique et tri de multiples embryons pour répondre à des spécifications, voire à un cahier des charges, puis porté un jour peut-être dans un utérus artificiel. Cet enfant sera-t-il encore notre frère en humanité? Attendrons-nous un avènement, une naissance ou une livraison? Quel regard porterons-nous sur ce nouveau-né? Alors que nous prenons trop lentement conscience des méfaits du productivisme sur notre environnement, sur notre maison commune, Sans nature, pas de futur, titrait récemment un grand magazine de mode. N'est-il pas paradoxal, au mépris des générations futures, de céder, en matière de procréation humaine, à l'artificialisation à tout crin et à un prométhéisme drapé dans un progressisme de bonne aloi? Un authentique humanisme ne devrait-il pas prendre soin, au premier chef, des générations futures? Si une transition écologique est requise, ça a déjà été évoqué, la bioéthique ne peut rester en dehors de son champ. Demain, d'autres Greta Thunberg se lèveront pour agir contre la République sur le fondement des articles 3 et de l'article 7, alinéa 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et de son protocole facultatif, tous deux ratifiés par la France. J'en termine. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur la Terre, lancé Hans Jonas en 1979. Son interpellation, à l'origine du principe de précaution, demeure d'actualité. Les poissons roses.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, merci beaucoup de nous accueillir et j'allais dire d'être plus accueillants que l'Assemblée nationale. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes donc les Poissons Roses, nous sommes une plateforme de chrétiens à gauche, inspirée par la pensée d'Emmanuel Mounier, fondateur de la revue Esprit et du personnalisme. Créée en 2010, nous représentons une gauche humaniste et privilégions une approche de la politique par le bas, à partir des réalités sociales qui fondent la construction de la société et de la politique. Pour nous, tout est lié entre le social, l'économie, l'environnemental et le spirituel, selon une démarche d'écologie intégrale. Nous avons plusieurs bancs, ce que nous appelons des bancs, c'est-à-dire des associations locales en Provence, à Nantes, Bordeaux, Dijon notamment. En 2016, la publication de notre livre « À contre-courant » voulait interpeller la gauche face à sa dérive sociétale. Depuis, nous publions une dizaine d'analyses disponibles sur notre site www.poissonrose.org. Le rapport sur la famille durable au-delà des fascinations biotechniques, que j'ai eu le plaisir de rédiger avec un groupe de travail. D'autres rapports, par exemple sur la laïcité, sur un projet pour l'Europe. Notre dernier rapport Enquête sur les invisibles de la République sera publié aux éditions du CERF en mars 2020. Et notre prochain groupe de travail portera sur démocratie et écologie. Donc un spectre de sujets très large. Et nous fonctionnons principalement par groupe de travail, en auditionnant les acteurs et experts d'une question dans une démarche que nous voulons ouverte et respectueuse des différences. Pour le rapport sur la famille durable, nous avons ainsi auditionné la Manif pour tous, avec Madame Ludovine de la Rochère, jusqu'à l'association David et Jonathan, qui est la première association française d'homosexuels hommes et femmes datant de 1972. Nous avons aussi reçu une très intéressante contribution écrite d'un mouvement LGBT qui a préféré rester anonyme. Alors, sur l'extension de l'assistance médicale à la procréation, l'AMP, sur laquelle je vous propose de concentrer notre propos, notre position est le maintien du statu quo. Pour plusieurs raisons, mais je voudrais insister sur les deux raisons suivantes. La première, Monsieur le Président, c'est que nous sommes venus ici, ce soir, défendre la loi. Nous sommes venus défendre la loi, et d'ailleurs nous sommes venus défendre votre rôle à vous en tant que parlementaires. Alors évidemment, nous ne défendons pas la loi qui nous est proposée, mais la loi de la République. C'est la première fois dans notre République qu'une loi vous est présentée officiellement sans se référer à un motif d'intérêt général ni à une méconnaissance d'une norme supérieure, par exemple constitutionnelle. Le motif retenu par le gouvernement pour proposer cette réforme est en effet le droit au désir d'enfant. C'est à la page 40 de l'étude d'impact et l'égalité du désir. Ce désir est tout à fait légitime. Il anime d'ailleurs des couples hétérosexuels comme des couples homosexuels et des personnes seules. Nous reconnaissons l'ampleur de la douleur de ceux qui ne peuvent satisfaire à ce désir. Mais nous voulons mettre en garde la représentation nationale contre un glissement tout à fait sensible, inédit, auquel procède cette loi. Le recours à la loi républicaine, j'allais dire à l'impérium du législateur, est ici légitimé par l'égalité de désir, qui n'est pas, on l'a déjà dit, le Conseil d'État l'a dit, le Conseil constitutionnel l'a dit, l'égalité des conditions que protège l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. Alors nous ne sommes pas naïfs. Il y a de nombreuses hypocrisies, j'allais dire, dans l'élaboration, ou plutôt les propositions de textes législatifs. On pense par exemple aux niches fiscales, dans lesquelles tel ou tel groupe d'intérêt essaye d'avoir un dispositif législatif. Mais chaque fois, il y a au moins une apparence d'intérêt général. Ici, ce n'est pas l'intérêt collectif qui est en jeu, c'est l'intérêt d'un collectif, aussi sympathique soit-il, encore une fois. Le projet de loi crée un droit spécifique, dérogatoire à de nombreux autres principes, qui est attribué du seul fait de l'égalité de désir, en raison de la seule appartenance à une orientation sexuelle ici, laquelle, heureusement, n'est plus un délit et n'est pas un handicap. Ce faisant, le projet de loi porte atteinte au principe de la souveraineté de la loi,
dans notre démocratie. La loi est l'expression de la souveraineté nationale et donc expression d'intérêt général, nous dit l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme. Le principe de l'universalité de la souveraineté nationale se trouve aux articles 1er de la Constitution, dans son unicité, et à l'article 3 de la Constitution, qui reprend l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme. Pas besoin de vous les citer, vous les connaissez très bien et par cœur. Or, le Conseil constitutionnel a déjà consacré toute sa valeur constitutionnelle à ce principe de la souveraineté nationale dans sa décision du 30 décembre 1976, élection de l'Assemblée des communautés au suffrage universel direct. Plus précisément, dans sa décision 99-412 DC du 15 juin 1999 sur la charte des langues régionales, le Conseil constitutionnel a décidé ceci, je cite, « Le principe d'unicité du peuple français, dont aucune section ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté nationale, a également valeur constitutionnelle. Considérant que ces principes fondamentaux s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à chaque groupe, que ce soit défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance », fin de citation, et on pourrait ajouter « ou d'options personnelles », options sexuelles par exemple. Alors, le projet de loi nous entraîne officiellement dans ce que le grand juriste et philosophe italien Natalino Hirti appelle le nihilisme juridique, dans lequel la loi ne tire plus sa légitimité que de principes procéduraux. D'où 3 conséquences et un constat. 3 conséquences à ce projet de loi qui crée, nous semble-t-il, un dangereux précédent pour la loi de la République. Il n'y a plus, premièrement, d'argument pour arrêter n'importe quel collectif d'intérêt, n'importe quel groupe d'expression, et donc les plus puissants d'entre eux, évidemment, à avoir accès, au nom de l'égalité de désir, à la légitimité de la loi républicaine. La deuxième conséquence, mais je n'y reviendrai pas parce qu'on en a parlé précédemment, est l'extension de ce désir à la GPA, qui deviendra alors légitime et qui, selon nous, conduit nécessairement mais inéluctablement à une forme nouvelle d'esclavagisme. Or, évidemment, en tant que poisson rose, nous sommes contre l'esclavagisme. Et puis, troisièmement, le Parlement n'a plus de sa raison d'être, puisque c'est à lui, c'est-à-dire à vous, qu'incombe, dans une démocratie qui n'est pas le césarisme, de faire la médiation, l'équilibre entre les intérêts collectifs qui forment la société. Le constat, eh bien, il est le suivant. C'est que l'extension de l'AMP que l'on vous propose aujourd'hui est finalement un épiphénomène. Je suis désolé du caractère un peu brutal de ce terme qui pourra, j'allais dire, choquer ceux qui, légitimement, cherchent à satisfaire ce désir d'enfant. Mais c'est un phénomène, et c'est un phénomène qui est minoritaire. Le vrai sujet de politique et d'intérêt général est celui-ci. Quelle famille veut la société française pour aujourd'hui et pour les générations futures? On peut estimer à entre 10 et 15 millions de personnes, de Français, soit 25% de notre population, et non pas seulement les 3000 personnes identifiées dans l'étude d'impact, qui se débattent aujourd'hui avec des problèmes compliqués, graves, de familles éclatées, de familles monoparentales, de définition de la distinction entre l'autorité et la responsabilité parentale. C'est d'ailleurs pour ça que nous, Poisson Rose, nous demandons à réunir des états généraux de la famille durable. Le deuxième point sur lequel je serai plus rapide est la marchandisation du corps humain, qui est une conséquence inéluctable de cette loi. Le projet de loi est inapplicable compte tenu de la pénurie actuelle de gamètes, aggravée dans le futur. La présentation de l'équilibre entre l'offre et la demande de gamètes par l'étude d'impact est au mieux irénique. Au pire, on pourrait la traiter de fallacieuse. Ce qui pose quand même un problème pour la relation entre le pouvoir législatif et l'exécutif. Dans le calcul le plus favorable à l'effectivité de la réforme, les chiffres donnés en pages 23 et 25 de l'étude d'impact, qui publie des tableaux qui sont à la fois exhaustifs et j'allais dire avec beaucoup de franchise, mais ces chiffres conduisent à une insuffisance dans un facteur qu'on peut calculer de façon certes grossière, mais qui est le résultat de ce tableau, dans un facteur de 1 à 5. Le nombre de donneurs est aujourd'hui de 363. Dans une estimation la plus favorable, il en faudrait à peu près 1600. Avec une insuffisance de la production actuelle et, si l'on voulait satisfaire toutes les demandes, eh bien à l'épuisement du stock en une année. Alors, sans parler de la levée de l'anonymat, dont on ne sait pas trop quel effet il y aura nécessairement des phénomènes d'allongement de files d'attente, des risques de marché noir, etc. La mission d'enquête de l'Assemblée nationale s'en est d'ailleurs inquiétée, voir son rapport à la page 61. Les représentants des sécos
au cours des auditions de l'Assemblée nationale, on a même avancé un chiffre, un prix, 500 €. Ce qui est en ligne à peu près avec les pratiques aux États-Unis, par exemple, de 1 500 $ par mois pour un donneur qui donnerait 3 fois par mois. C'est donc finalement la marchandisation d'une part du corps humain qui est inéluctable et à laquelle nous nous opposons, car nous connaissons la force destructrice du marché. Le marché est nécessaire, mais c'est un rapport de force. Le gouvernement considère que c'est un faux problème et que l'offre s'ajustera spontanément. Alors nous avons fait, nous Poissons Roses, une expérience. Et je laisse la parole à Michel Simonet. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, plutôt, effectivement. Bonsoir, Monsieur le Président, les sénateurs, sénatrices et vous, les rapporteurs. Je vais aborder la politique par le bas. Ce projet de loi nous paraît inapplicable vu la pénurie de gamètes. Sans gamètes, tout ce qui est évoqué ici est sans effet. Rappelons les chiffres. En 2016, il y a d'un côté 363 hommes, qu'a précisé Bertrand, donneurs pour toute la France, et de l'autre côté 3 500 femmes traitées pour infertilité pathologique. Et il y a déjà pénurie. Ce projet de loi prévoit 2 000 à 3 000 nouvelles candidates à une PMA. C'est ce constat de pénurie qui a conduit les Poissons Roses à élaborer un kit donneur. Alors, je vais le préciser, une burette et un certificat de traçabilité signé par le donneur. Alors, nous étions le 9 juillet devant l'Assemblée nationale avec ce kit donneur pour le recueil des semences auprès de 95 parlementaires de moins de 45 ans. Mais nous n'avons pas oublié les sénateurs de moins de 45 ans et nous avons préparé à chacun d'entre eux un kit d'honneur personnalisé avec leur nom. Alors, je l'ai préparé dans un... je les mettrai tout à l'heure sur la table, vous les verrez, donc on les a préparés pour que vous ne soyez pas oubliés. Certains députés avaient réservé l'intimité. On avait prévu un camion à ce propos-là. La liste des 110 ministres et parlementaires est consultable sur le site de l'établissement français des semences des ministres et parlementaires. Alors cela peut vous paraître un peu potache, mais comment souligner autrement l'incohérence du projet de loi qui oublie les gamètes? Le problème serait résolu, selon M. Touraine, et je le cite, si 0,01% des hommes français acceptent de donner leur sperme. Or, nous devons le constater, les hommes sont trop conscients de l'importance de ce geste, ils le refusent. Nous voyons deux conséquences importantes. D'une part, il va falloir gérer cette pénurie. Peut-être faut-il envisager une procédure de type DALO gérée par le préfet. D'autre part, cette pénurie va générer un marché gris des gamètes où régnera l'inégalité et l'injustice. Cette pénurie va créer la marchandisation des gamètes et nous refusons d'entrer dans cette logique marchande. En conclusion, ce projet de loi bute sur une réalité humaine, obstinée et oubliée, la réticence masculine à donner ses gamètes. L'aveuglement à ignorer cette réalité est surprenant. Aussi, nous ne croirons à la PMA pour toutes uniquement lorsque plus de 50 parlementaires donneront leurs gamètes et montreront l'exemple à la nation tout entière. Pouvez-vous, messieurs les sénateurs, j'arrive pas à rire, pouvez-vous, messieurs les sénateurs, nous donner des garanties à ce sujet? D'abord, une remarque. Vous avez été plusieurs à parler de la marchandisation inéluctable du corps humain. Je comprends cette inquiétude, mais j'aurais envie de vous retourner une question. Comment expliquez-vous que le don du sang soit toujours gratuit alors que nous manquons parfois de donneurs, les stocks parfois sont à un niveau d'alerte très bas, qu'il y a des annonces au grand public pour venir donner leur sang et que ce don du sang est toujours gratuit. Concernant le diagnostic préimplantatoire, d'abord vous nous avez rappelé le courage dont nous devions faire preuve pour aborder ce projet de loi. Ne pensez-vous pas que les couples qui
engagent une démarche de procréation médicalement assistée ne font pas preuve de courage, parce qu'on sait qu'une PMA, enfin, c'est souvent douloureux dans tous les sens du terme, surtout quand il y a plusieurs échecs à l'issue d'une fécondation in vitro. Est-ce qu'il ne faut pas de leur part aussi du courage et une attente réelle pour avoir bénéficié d'un diagnostic préimplantatoire, et notamment d'un diagnostic préimplantatoire avec les recherches d'aneuploïdie. Et est-ce que vous ne pensez pas que ce DPIA pourrait améliorer les chances de réussite d'une fécondation in vitro pour les femmes, notamment entre 35 et 42 ans, afin d'éviter des fausses couches qui sont aussi évidemment toujours très douloureuses? Est-ce que ce ne serait pas un progrès pour ces femmes? Vous nous avez rappelé les uns et les autres la considération que vous aviez sur les femmes. Vous avez aussi dit que ce texte était une défaite pour les femmes avec une emprise médicale. Mais est-ce que ce diagnostic préimplantatoire avec recherche d'aneuploïdie pourrait pas être leur éviter des fausses couches ou des échecs de fécondation in vitro? Voilà pour ce que je souhaitais vous demander. Je vous laisse répondre. Je veux bien apporter un petit élément de réponse sur le don de sang. Le don de sang, pour moi, c'est absolument pas comparable. Le sang, ça sauve des vies. Donc effectivement, là, on vient en appeler à des ressorts de fraternité, de solidarité qui sont évidents, puisqu'on a tous envie de contribuer à cette médecine extraordinaire que permet le don de sang. Le don de sperme, ça ne sauve pas des vies. En revanche, ça crée des vies. Et je crois, moi, que s'il y a si peu de donneurs de gamètes, c'est bien que les hommes savent que ce n'est pas rien, en fait, que de nous donner ces gamètes, c'est donner potentiellement sa paternité, c'est savoir qu'il y aura peut-être plusieurs enfants qui vivront, dont on serait le père biologique. Et dans l'avancée de cette loi, c'est aussi maintenant la possibilité, 18 ans plus tard, 20 ans plus tard ce don, de voir arriver des enfants qui seraient nés de ce don. C'est tellement pas anodin d'ailleurs qu'il y a un amendement qui est passé qui spécifie que les donneurs de gamètes pourraient savoir le nombre d'enfants et le sexe de ces enfants qui seraient nés de ces dons. Donc on voit bien que c'est quand même pas quelque chose d'anodin pour un homme ni pour une femme que de donner ses gamètes. Et c'est ça qui explique que ces cellules porteuses de vie sont finalement si peu données dans notre pays. Sur le diagnostic préimplantatoire, ce qui nous inquiète, c'est finalement le glissement permanent que permet la technique. Il y a un risque d'emballement de la technique avec ces technologies. C'est ce qu'on observe notamment aussi à l'étranger, parce que l'embryon est rendu disponible par la fécondation in vitro. Donc pourquoi ne pas tester contrôler ces embryons qui sont rendus disponibles par la fécondation in vitro. Et puis donc en fait, ce qui nous inquiète au fond, c'est le glissement vers un peu le DPI pour tout, c'est-à-dire pour tout ce qu'on sera demain en mesure de diagnostiquer, et aussi le DPI pour tous ceux qui font déjà des fécondations in vitro pour des raisons d'infertilité, et pour tous ceux qui pourraient demander à avoir recours sans raison d'infertilité à des techniques de fécondation in vitro pour faire analyser leurs embryons. C'est le point qu'a relevé la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, comme étant un des risques finalement d'ouvrir de plus en plus au diagnostic préimplantatoire. Et je crois qu'il faut observer ce qui se passe à l'étranger. Nous, aujourd'hui, le diagnostic préimplantatoire, il est très très limité. Des maladies très graves, incurables, et dans des familles où il y a un risque héréditaire. Mais ouvrir le diagnostic préimplantatoire à des problèmes génétiques ou chromosomiques qui ne sont pas héréditaires, là, c'est ouvrir au contrôle qualité de l'embryon. Parce que les aneuploïdies, ce ne sont pas des problèmes chromosomiques qui sont héréditaires, ce sont des accidents de fécondation. Donc si on ouvre ça, en gros, on dit contrôlons
les embryons, même dans les familles où il n'y a pas de risque finalement plus qu'un autre que d'avoir un embryon anormal. Et on voit bien que ce diagnostic préimplantatoire, c'est une bombe à retardement. C'est vraiment un gros enjeu finalement d'un eugénisme technologique à grande échelle. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe de l'autre côté de la Manche en Angleterre, où ils ont déjà une liste de plus de 2000 maladies qu'on peut contrôler, enfin qu'on peut trouver sur Internet, qui donne accès à ce diagnostic préimplantatoire. Ça va des maladies extrêmement graves jusqu'à des prédispositions et aussi jusqu'au strabisme. Donc voilà, on voit un peu... et ça, je pense que c'est à observer quand même sur ce qui se passe dans d'autres pays, sans parler même des... Alors là, ça va encore plus loin, et chez nous, heureusement, je pense qu'on en est loin, mais le diagnostic préimplantatoire, aujourd'hui, il est commercialisé dans des cliniques privées dans plusieurs pays, à Chypre, aux États-Unis, pour permettre aux couples qui le souhaitent, qui ne sont pas forcément infertiles, de coupler une fécondation in vitro et un diagnostic préimplantatoire pour, par exemple, eh bien, choisir les embryons en fonction de leur sexe. Je voulais juste rapidement faire remarquer que Madame Jourda disait, avec de l'humour sûrement, que nous avions pu développer tous nos arguments. À vrai dire, en 10 minutes, je pense qu'il a été aussi difficile pour les uns que pour les autres d'essayer de hiérarchiser l'essentiel de l'essentiel, tant ces sujets sont vastes, on tire un fil, et sur un plan éthique, mais sur un plan humain aussi, les implications et les conséquences sont stupéfiantes. C'est là d'ailleurs aussi où ces sujets sont passionnants, mais où ce projet de loi a tant d'importance. À propos du diagnostic prénatal, quand même, le projet de loi, dans son article 1, ouvrirait l'AMP aussi pour les couples hommes-femmes féconds. Et pourquoi est-ce que des couples hommes-femmes féconds auraient recours à l'AMP ? Eh bien, évidemment, pour éventuellement bénéficier d'un diagnostic prénatal. Et c'est là où on voit bien l'enchaînement qui peut, une fois certaines lignes rouges franchies, on voit bien l'enchaînement qui peut suivre et qui suivra ce projet de loi. C'est là où il est aussi tellement important. À propos des gamètes, de l'achat des gamètes, j'évoquais tout à l'heure la rémunération. Le constat de tous les pays, sans exception, qui ont étendu la PMA au-delà des cas liés à une pathologie, tous sont rentrés dans la bourse des gamètes, si je puis me permettre, en suivant la loi de l'offre et de la demande, donc des prix plus ou moins élevés, selon les caractéristiques, etc. Il faut aller voir la banque de sperme Cryos International, la banque de sperme danoise. D'ailleurs, le projet de loi évoque la question de l'importation des gamètes. Alors, en posant des conditions, ça ne peut pas être au profit d'une entreprise commerciale. Enfin, il y a bien des manières, en réalité, de rentrer dans une forme de trafic international des gamètes. Le 31 août 2018, la Grande-Bretagne a exposé publiquement le fait que dans le cadre du Brexit, elle aurait besoin de passer des accords sur la PMA parce que sans cela, elle ne pourrait plus importer le sperme, les ovocytes et les embryons comme elle a besoin de le faire pour poursuivre l'AMP autant que voulu en Grande-Bretagne. Donc elle achète de manière habituelle à d'autres pays d'Europe. Donc malheureusement, ce sont les faits. Un petit complément aussi, vous avez parlé du don du sang qui est gratuit. De fait, et heureusement que ce don du sang est gratuit, il permet une solidarité et la mise en œuvre de la fraternité. Je constate que quand il manque du sang et qu'un appel à la population est fait, il y a une réponse. Il y a parfois des annonces où on dit quels sont les groupes sanguins qui manquent et il y a une générosité qui s'exerce. On ne voit pas la même chose avec les dons de gamètes, ou alors ça m'a échappé. Mais depuis, il me semble que c'est depuis 5 ans, l'agence de biomédecine fait des campagnes chaque année pour les dons de gamètes. Donneur de bonheur, le plus petit des cadeaux, voilà ce genre de slogans charmants qui sont développés. Donc on est passé de 363 donneurs en 2016 à 404 donneurs en 2017, 404 donneurs qui ont permis la naissance de 1027 enfants. Voilà. Donc on nous annonce 2000 à 3000 femmes. C'est vraiment une estimation, personne n'en sait rien. 2000 à 3000 femmes, on voit bien le nombre de donneurs qui manquent. Voilà. Donc la seule solution est de rétribuer d'une manière d'acheter ou de rétribuer. Mais si on le fait pour les gamètes, eh bien le risque justement, c'est que les donneurs de sang disent ah bah ouais mais nous on veut une petite rétribution.
Hein, c'est quand même pas très agréable, donner son sang, se piquer, etc. Voilà. Et puis après ça, les donneurs de reins, puis voyez, voilà, ça peut s'enchaîner comme ça. Et tout notre système et notre bioéthique à la française, qui est fondé sur cette fraternité, qui est vraiment quelque chose de très fort pour nous, peut s'effondrer. J'ai eu il y a quelques semaines un journaliste américain qui me demandait ah bon, ils sont gratuits les gamètes chez vous? Vous faites comment alors? C'est pas possible. N'imaginez pas cette gratuité qui est vraiment une spécificité française et qui nous honore. Voilà. Et puis, une remarque aussi sur la PMA. Je disais tout à l'heure que les PMA ont augmenté de 5% entre 2016 et 2017. Le nombre de PMA et de tentatives de PMA. Or, dans le même temps, il n'y a pas eu 5% d'augmentation de l'infertilité. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine, classiquement, on nous disait 2 ans de relations régulières avant de procéder à des recherches sur l'infertilité et éventuellement une PMA. Aujourd'hui, dès qu'un couple va consulter, voilà, tout de suite ce qui est mis en œuvre, et Caroline Roux le disait bien tout à l'heure, ce n'est pas du tout un travail de recherche, de compréhension de ce qui se passe, c'est de restauration de la fertilité, où la personne peut se sentir guérie, mais aussitôt on compense avec la PMA et avec toujours ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire ce marché qui est là derrière et qui encourage et qui pousse. Vous allez voir un médecin gynécologue qui pratique des PMA, et bien il va en pratiquer une. Pourquoi? Parce qu'une PMA, ça coûte 4 100 € pour une tentative de FIV. 4 tentatives sont remboursées par la Sécurité sociale. 1 000 € pour chaque tentative d'insémination. Voilà. Donc, c'est gratuit, mais ce n'est pas gratuit pour tout le monde, je le répète. C'est un énorme marché. Et nous drapons cela de cette idée de la gratuité qui est un leurre complet. Il faut vous intéresser au transfert d'argent et au coût et au marché qui est derrière.